Just wanted to, again, highlight how we are really proud of the hard work we put into making sure Canadians in the midst of a second wave will continue to get the same amount of support. The Liberals had planned to cut it. We fought back and maintained the $2,000 a month. Secondly, we were able to get assurances to bring in place paid sick leave, which will cover millions of Canadians instead of what was initially proposed, which was thousands of Canadians. We fought hard in the first place that no worker should have to make the impossible choice. We're really proud that now for Canadians, there will be the first of its kind in the history of our country, federal paid sick leave, which is a step forward towards creating a permanent paid sick leave for all Canadians for now and forever. Donc, je suis tellement fier du travail qu'on a fait pour réaliser deux choses. Premièrement, que le gouvernement libéral ne coupe pas l'aide aux gens. Leur proposition, le plan était de couper l'aide de $2,000 jusqu'à $1,600. On a arrêté ça, on est fiers de ce travail. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment aider beaucoup de gens, particulièrement pendant une deuxième vague du COVID-19. Deuxièmement, on a réussi à avancer quelque chose qui est tellement important aussi pendant une pandémie, un congé de maladie payé. On est fiers aussi qu'on a eu l'occasion d'augmenter l'aide aux gens pour aider des millions de Canadiens au lieu de ce que le gouvernement libéral a proposé, qui aurait pu aider seulement des milliers. On est fiers encore parce que ça va vraiment aider beaucoup de travailleurs pendant une deuxième vague de cette pandémie. Et je suis maintenant prêt pour vos questions. We'll now take questions, starting with questions on the phone. Quick reminder, one question, one follow-up. Nous allons maintenant prendre les questions, commençant par les questions au téléphone. Un petit rappel, une question suivie. Opérateur, avons-nous une première question? Thank you, merci. Please press star one at this time if you have a question. S'il vous plaît, appuyez sur l'étoile maintenant pour poser une question. Et la première question, the first question is from Mélanie Marquis de La Presse. La parole est à vous. Please go ahead. Merci beaucoup. Bonjour, M. Singh. J'aimerais revenir sur ce qui s'est passé vendredi dernier, quand vous avez quitté le Parlement. Il y a un homme qui vous a suivi jusqu'au Château-Laurier. Pour certains, ça ramène sur le tapis la discussion autour de la sécurité des parlementaires. Pensez-vous, par exemple, que pour des chefs de parti comme vous, que pour des ministres également, des politiciens qui sont plus en vue, ça prend des gardes du corps, ça prend davantage de sécurité? J'aimerais vous entendre là-dessus. Merci, bien sûr. Pour moi, je veux dire que je n'ai pas eu des inquiétudes. Personnellement, j'étais pas dans une situation où j'ai senti menacé, mais je sais ce n'est pas le cas pour plusieurs députés, plusieurs personnes. Et ce n'aurait dû être le cas que quelqu'un a besoin d'avoir des années d'entraînement d'arts martiaux pour être confiant de se promener dans les rues comme un député. Je pense des femmes, je pense des personnes âgées, je pense de plusieurs personnes qui n'ont pas ce même entraînement. C'est complètement inacceptable qu'aucune députée a peur de faire le travail. Donc, je comprends cette inquiétude et moi aussi, je partage cette même inquiétude. J'ai un conflit parce que je pense aussi que c'est un élément important de la culture au Canada, que les députés sont ouverts, où il y a une capacité d'approcher les élus. Et c'est une culture unique au Canada et les pays comme ça, parce qu'il y a beaucoup des pays à travers le monde où il y a une grande barrière entre les gens, la population et les élus. Et je pense que ça crée des problèmes pour les citoyens de participer dans une démocratie. Donc, cette culture d'ouverture, je pense que c'est important, mais en même temps, il faut s'assurer que tous les élus, les députés sont sécuritaires, peuvent faire leur travail sans avoir peur. Donc, c'est quelque chose qu'il faut régler, mais c'est quoi le chemin à suivre? Ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut réfléchir. OK, donc j'allais... Oui, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. J'allais dire, c'est pas tout le monde qui a une formation de plusieurs années en arts martiaux. Il y a des femmes, il y a des gens qui peut-être pourraient se sentir davantage menacés. Je comprends que vous dites que c'est un aspect important de la culture politique au Canada, mais au Québec, les ministres ont des gardes du corps.
les chefs de parti, je ne suis pas certaine, là, mais ça ne fait pas du Québec un endroit où on a l'impression que les ministres sont vraiment dans une tour d'ivoire. Donc, est-ce que ce serait vraiment si problématique que ça d'avoir un détail de sécurité en mauvais français autour des politiciens qui sont les plus en vue ou des ministres? Donc, encore, dans cette question, pour moi, c'est un peu difficile de vous donner de clarté parce que moi aussi, je suis dans un moment de réflexion parce que je suis d'accord qu'il faut s'assurer que les gens sont sécuritaires, qu'ils n'ont pas peur pour leur sécurité quand ils font leur travail. Donc, je comprends ça et j'apprécie ça et j'ai noté ça. Pour plusieurs personnes, c'est complètement inacceptable d'avoir 3 personnes, des grands hommes qui entourent quelqu'un. C'est intimidateur, donc je comprends ça. Et en même temps, je veux qu'on reconnaître l'importance de la culture d'ouverture qu'on a comme un pays démocratique comme Canada. Donc, c'est une question qu'il faut régler parce que je pense qu'il y a une augmentation des menaces contre les élus. Donc, c'est quelque chose d'important et je pense qu'on doit réfléchir sur c'est quoi la solution pour maintenir cette équilibrité. Sure. So on a personal note, the question is if I could repeat in English. On a personal note, I felt safe and comfortable. I was okay in the situation that happened. But I also have years and years of martial arts experience, and I've competed, and I felt very comfortable in making sure I could take care of myself. But that should not be the standard, that we have to have years and years of martial arts training and physical training to be able to walk down the streets. That in no way should be the standard. So for a lot of people, what happened would be very intimidating, very scary to be surrounded and aggressively accosted and threatened to be arrested. Absolutely would be something that is not acceptable for many people, for many members of parliament, and should not happen to them. So the question on what we do, I think there is an increased incident of this type of intimidation that's happening, and we need to make sure elected officials aren't afraid or intimidated so they can do their work. I do believe we've got a culture of openness in Canada, which is special. Lots of folks that I know from countries around the world see a massive barrier between themselves and elected officials because there's this presence of a big security detail. And I feel like the ability to approach your elected officials is important, but there is a balance we have to strike with the safety and security. People should be able to do their work without fear. And I do believe there's a culture of openness that is important. So I think we've got to find a balance. And what that balance is, I think it's going to take some work to figure out what it is. Prochaine question dans la salle. Next question in the room. Hélène? Bonjour, M. Singh. Je voulais revenir au projet de loi C2. Le gouvernement a annoncé qu'il allait faire une allocation de temps. J'aimerais savoir si vous avez l'intention de voter en faveur de ça et pouvez-vous expliquer pourquoi? Parce que les autres partis conservateurs bloquistes disent que c'est pas très démocratique, c'est beaucoup de dépenses, il faudrait pouvoir en débattre plus longtemps. Donc, ce cas, oui, on va appuyer le projet de loi parce que c'est exactement ce qu'on a négocié pour aider les gens. Et l'importance de le faire rapidement, c'est à cause du fait que sans avoir ce projet de loi, sans avoir passé ce projet de loi, on va avoir des millions de Canadiens qui ne vont pas avoir accès à aucune aide. Et pour moi, c'est inacceptable ça. Donc ça, c'est pourquoi on est d'accord avec l'idée de passer ce projet de loi rapidement pour vraiment aider les gens qui, à ce moment, ils ont peur parce qu'ils ne savent pas s'ils vont avoir de l'aide dans l'avenir, dans des journées, parce que la PCU, maintenant, est finie. Donc, ils ont peur. Et à cause de ça, on est d'accord avec le passage rapide. Et plus spécifiquement, vous dites que vous êtes content sur les congés, la question des congés maladie. Vous dites que vous êtes content parce que vous avez obtenu ce que vous vouliez, mais en fait, le projet de loi est juste modifié légèrement. Ça dit que, bon, c'est si on s'isole, parce qu'on a la COVID, parce qu'on pense qu'on a la COVID, ou parce qu'on a peut-être une condition médicale qui nous rend susceptibles d'avoir la COVID. Or, je pensais que vous vouliez un congé de maladie plus large qui dépassait les termes de la COVID. Alors, comment pouvez-vous présenter ça comme un gain selon les critères que vous aviez établis, là, évidemment? En avant, ce qui a été proposé aurait seulement aidé les gens qui tombent malades spécifiquement de COVID-19. Ce qu'on a réussi à faire, effectivement,
élarge les gens qui peuvent avoir accès aux gens qui sont vulnérables. Donc, ça va inclure la grippe, la rhume. Donc, ça va inclure beaucoup des maladies de la respiration. Ça veut dire que ça va vraiment augmenter le nombre de gens qui peuvent avoir accès à ce programme. Et comme on a dit, on est complètement confiant que la différence est vraiment entre des milliers et des millions. Et c'est ça la différence. Donc, des millions maintenant de Canadiens peuvent avoir accès à ce programme. Operator, do we have another question on the phone? Yes, the next question is from Emily Bergeron de l'agence QMI. La parole est à vous. Bonjour, M. Singh. Bonjour. Bonjour. Vendredi, vous disiez que vous vouliez attendre à lundi pour voir si les gains que vous disiez avoir obtenus se reflétaient pour ensuite pouvoir dire oui, je vais voter pour le discours du trône. Donc, pouvez-vous nous le dire clairement aujourd'hui, allez-vous soutenir les libéraux? Et est-ce que vous n'avez pas peur de l'image que ça peut projeter, que vous négociez toujours à l'avance les projets de loi avec les libéraux et que finalement le temps de débat après soit réduit? Donc, je n'ai pas exactement compris le deuxième part de votre question. Ce qu'on a fait, c'est effectivement, oui, on a négocié pour aider beaucoup de gens. On a augmenté l'appui que les libéraux ils ont essayé de couper. Donc, on a augmenté ça et maintenir le même niveau d'aide. Ça, c'est un grand gain pour les gens. C'est une grande réussite pour les gens. Deuxièmement, le congé des maladies payées, ce n'était pas proposé. Dans l'été, ils ont dit qu'on va faire une coupure, qu'on va faire une transition vers un nouveau système pour aider des gens, et c'était tout. Donc, on a réussi à forcer le gouvernement de mettre en œuvre un projet de loi qui inclut un congé des maladies payées. Et comment on a réussi à élargir les gens qui maintenant peuvent avoir accès, c'était ça, une différence entre des milliers et des millions. Donc, ces deux gains sont tellement importants pour les gens, pour les travailleurs, pour monsieur, madame, tout le monde, et on est fiers de ça. Et à cause du fait qu'on ait réussi à atteindre ces deux choses, on est prêt de supporter le projet de loi. OK. Ma question, en fait, pour la répéter, c'était que, comme on voit autour de ce projet de loi-là, vous avez négocié en coulisses avec les libéraux pour obtenir des gains. Et ensuite de ça, à la suite de ça, les libéraux veulent limiter le temps de débat à 4 heures et demie. Oui. Est-ce que vous avez peur que ce scénario-là, ça devienne une habitude et que finalement vous négociez toujours en coulisses avec les libéraux et ensuite le débat au Parlement soit limité? Je comprends. Donc, en général, je suis contre l'idée de réduire le temps pour les débats parce que le débat, c'est tellement important et il faut le faire pour s'assurer qu'il n'y a pas des autres trous dans les projets de loi ou des problèmes dans les projets de loi. C'est important d'avoir un débat. Dans ce cas spécifiquement, c'est différent parce qu'on a une urgence à cause du fait que la PCU est finie. La PCU est finie. Donc, sans avoir ce projet de loi, on va avoir des millions de Canadiens qui n'auront pas accès à aucune aide. Donc, ça, c'est pourquoi il y a une urgence de faire passer ces projets de loi rapidement. Nous allons maintenant prendre les deux dernières questions dans la salle. Kevin? As far as the details, you've said that this amendment to Bill C-2 would mean thousands of Canadians would transfer to millions of Canadians now can apply for sick leave. Can you explain how that's possible? Sure. The thousands is based on the number of people that actually have COVID-19 or that have been tested positive for COVID-19. So that scale, we've got a sense of how many people have tested positive. The limitation that the Liberals were proposing was just going to apply, that the paid sick leave would just apply if someone specifically tested positive for COVID-19 and only COVID-19. What we've included broadens it out to those who are vulnerable to COVID-19. So it would include someone who has a condition that they are immunosuppressed, and they can take paid sick leave if they're
their condition is flaring up, or if they're in a situation where they need to take some time off. It would also include any respiratory illness. So once someone has a respiratory illness or an infection like a cold or a flu, it would make them more susceptible or more likely to be more vulnerable to COVID-19. So it has expanded. And so then we look at the number of people that get a cold or a flu that need to take some time off. In terms of practicality, if someone gets sick, they need to be able to quickly be able to take time off, and so they don't risk infecting their colleagues. So what we're proposing is something that's going to make the response better, make sure more workers are able to stay home when they are sick, and apply to millions more when before it would have just applied to strictly someone who has specifically COVID-19. Now it applies to many more workers, and that's a significant difference. I just want to ask you a bit more of a follow-up on the incident yesterday. Some people have commented online that they were surprised you didn't have a detail, and I think that a lot of people don't understand. If we even think about when Jean Chrétien had to apply the Shawinigan Strangler move, when people ask, where's the security detail? Is it time for Canadian politicians to have greater security, or is that something that is is this a bit of a shift here in the way that we view public officials and the danger that they're presented with? I'm a bit worried about that question. I think it's a fair question. I'm worried about where we go. I first want to acknowledge that there are legitimate fears that members of parliament face that should not happen. I think about Catherine McKenna. Minister McKenna faced completely inappropriate, aggressive, and horrible commentary that should not happen to anyone, let alone to any woman. It shouldn't happen to anyone. But specifically, there's a gendered nature to the hate and the violence in terms of threats that Minister McKenna has faced. We're seeing there is a fear now because of the ultra-right and that radicalization. There is an increase in that type of threat to people in general, but specifically to elected officials as well. So the ultra-right and that radicalism that's creating more and more threats. It's also created greater threats of violence when it comes to racialized people. And we can think of many examples, including the horrible attack at the mosque just in Canada just a couple of years ago. So we know that there's an increase in that type of risk and fear. What I also want to acknowledge is in Canada, we have this openness. You can kind of walk up to a minister, you can walk up to a member of parliament, and that's in a lot of ways a really positive sign of the type of country we live in, where people can walk up to their elected official. So I know we have to strike this balance, and I'm just want to be very careful about how we do to create and maintain this open culture. I don't have a security detail. During the elections, I do, but I don't, as folks may not know, but day to day, I don't have that. And I think it's a good thing that people can approach and maybe disagree with me. That's fine. But when it comes to the point where there's a fear or a threat, particularly to someone who is not in any way able to defend themselves from that, I think it's absolutely wrong. And so we've got to find a path. And I think it's going to take some hard reflection on what that is. I just don't want to lose the culture of openness that we have where people can approach their elected official. And that's my only worry. Next question. Sorry if this is already asked in French. Sure. But so there's been some criticism primarily from the Bloc Québécois that you could have gotten a better deal with the Liberals. What do you say to that? Well, I would say that throughout this pandemic, there has been nothing that either the Conservatives or the Bloc have attained to meaningfully improve the life of Canadians at all. Nothing. And throughout this pandemic, we have a massive list of wins that we have been able to fight for Canadians, from CERB in the first place, increasing the amount to 2,000, ensuring that people who were cut off for earning a little bit of money, that increased to 1,000 so people could actually have the dignity of accessing CERB, the wage subsidy from 10 to 75%, making sure students got help, seniors, people living with disabilities, and now fighting back a Liberal cut, which they openly said they were going to cut the help that families receive in a second wave. We fought back and said, no, you cannot cut the help they need. We were able to win there, and we were able to secure a promise that was made to us in May. Now we have legislation to ensure Canadians have access to paid sick leave, and we expanded it to make sure it will cover millions. These are massive wins for people. We have fought for people, and we have won for people, and people put their trust in us to fight for them. People are better off because they elected a New Democrat for standing up for them and to fight for them. They can't say the same for Conservatives or the Bloc. They literally got nothing. There's no gain throughout this pandemic that either or other opposition party has been able to achieve for Canadians. As a fourth party, what we've been able to achieve is historic, and we're proud of that. But more importantly, we're happy because it makes people's lives better.
What do you say to those who say that you should have gotten more? I say that we're going to keep on fighting. The fight's not over, but what we were able to achieve is historic. For the first time in the history of our country, there is a federal paid sick leave program that did not exist before. We achieved something that has never existed in over 150 years of this country. We made sure that people that were going to see their help cut now can rely on the fact that they are not going to be forced to try to get by on less. It would be cruel to a family that was getting by on $2,000 a month to force them to get by on $1,600. We fought back. This is going to help millions of Canadians. But by no means is our work done. You know, the next big step is people are worried about how much this is costing, and we need to make sure that this does not fall on the shoulders of families that have been hurt by the pandemic, small businesses that are struggling and saying, we don't know if we can get by if there's another shutdown. It should not fall on them. It should fall on those who have profited in this pandemic. So that's going to be a next big push. We're going to make sure this government doesn't put the weight of this pandemic on the shoulders of families that have faced the pain, but on those who have profited and gained. I kind of rhymed there a bit, actually. I'll check one last time if there's one more question on the phone. And yes, sir. We have a question. We have a question from Bill Curry with the Globe and Mail. The line is now open. Hi, Mr. Singh. Thanks for your time. You just responded to people who say they're concerned about the costs, but we don't actually even know the cost of this package that you negotiated. When the original package was announced last month, it was $37 billion. So based on your enhanced benefits, do you know what the total cost of this is now? Well, I know that the cost to not putting in paid sick leave and not putting in the same amount of support would have been insurmountable. The cost to Canadians if we, in a second wave, weren't able to keep the same amount of support in place, the impact on people not being able to pay their bills or be able to pay for their homes, the place they live in, the cost in terms of public health if people lost their homes because they couldn't afford to make mortgage or rent payments, and the cost to society if in a second wave workers had to go to work sick. That cost would be staggering. But I want to be very clear. I'm worried about how much this costs. And we know that there have been massive profits, billions of dollars. The richest Canadians, the ultra rich, have made billions of profit off the pandemic, specifically off the pandemic. And so we need to make sure that they are the ones that are paying for the recovery. If you profited off the pandemic, you surely be the ones that have to pay for it. If you profited off the vaccine people during this difficult time when everyone else was hurting. And I think there's a path here for clear revenue, not the vague liberal words of taxing extreme wealth inequality, which no one knows what that means, nor how one would achieve that. We're saying let's specifically tax offshore tax havens. Let's end those. Let's close the loopholes. Let's make sure companies that make profits in Canada pay taxes in Canada. There's lots of revenue that can be obtained if we make the right choices, and we're going to fight for that. If I could just ask you a procedural question, is there going to be a new bill entirely, or is it an amendment to C2? How are these changes going to be enacted? I thought we'd see a bill by now, but I haven't seen one yet today. I believe it's a new bill that will be presented. That's my understanding, or that's already been presented, and then we'll be voting on that as soon as we're able to. One last thing, I was just thinking on kind of what if we could have obtained more. I just kind of a thought occurred to me. If we were in government, we absolutely would obtain more. And I hope that one day that we can make that happen so people will get a better deal. Thanks so much. Are you worried following the string of incidents that we saw last week with a Radio-Canada reporter and Jagmeet Singh? It is very concerning. We've all dealt with it. I find that women have a higher instance of this happening, and it's just not acceptable. It's definitely something that has to be dealt with. Do you think security should be beefed up around cabinet ministers like you, for example? I think nobody should have to worry about when they're going to work about being threatened and harassed. So it is definitely a concern. You've had threats? Vous êtes un ancien ministre. Pouvez-vous nous dire si vous pensez que la sécurité autour des ministres doit être renforcée à la suite, entre autres, des événements qu'on a vus avec M. Singh, un journaliste de Radio-Canada? Honnêtement, je pense qu'il devrait y avoir davantage de sécurité. Quand j'étais ministre, j'étais menacé. J'avais besoin de GRC, de stationner à l'extérieur de ma maison pendant 2 mois parce que les menaces étaient aussi direct et
pouvez comprendre. Votre voix porte bien, mais vous n'entendrez pas de bétonneuse, malheureusement. Il y a beaucoup de bruit ici. Hein? Oui, exactement. Frankie, how goes the battle? He's always wanted to punch me. Now he can punch me legally. How's the family? I'd give him a big hug, but it's against the law now to hug him. Okay, Frankie. Pensez-vous que des gardes du corps, par exemple, pour les ministres, ça devrait être une option envisagée? On va être ici toute la journée. Donc, sur l'option de garde du corps, par exemple, pour les ministres et les chefs de parti, par exemple, est-ce que ce serait une option d'après vous? Mais il devrait y avoir davantage de sécurité. Quand j'étais ministre, j'ai été menacé très directement. Et j'avais besoin de la GRC de stationner à l'extérieur de ma maison pendant 2 mois parce que les menaces étaient aussi directes et dangereuses que ça. Donc, il nous faut davantage de protection pour qu'il n'y ait pas de... pour que les menaces ne se transforment pas en gestes réels. Donc, j'ai beaucoup de compassion et de sympathie pour des autres politiciens qui ont été menacés dans les dernières semaines. Et je pense que nos forces de sécurité devraient prendre au sérieux les risques qui sont vrais et devant nous. Les gardes du corps pour les ministres, ce serait une bonne idée selon vous? Honnêtement, je ne suis pas la meilleure personne à dire. Il y a des experts dans ce métier et qui sont plus qualifiés pour savoir comment le faire. Mais il nous faut faire quelque chose avant que quelque chose de très tragique se produise. Et parlant d'un vrai héros, voilà un homme, c'est un héros ici. Ce homme-là, il est intervenu pour nous protéger le journée que le terroriste est entré dans la Chambre des communes. Ça, c'est un vrai héros qui a menacé, qui a risqué sa vie pour nous protéger tous. Alors, nous en sommes très, très reconnaissants pour lui, M. Sun, et d'autres qui font le travail. Merci beaucoup. Merci, M. Poirier.